Retour sur notre plateau pour le printemps de l'orientation. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission sur la vie sociale. Mais juste avant, si vous avez des questions, chers étudiants, chers parents, n'hésitez pas, un standard est mis en place et on répondra justement à vos questions tout à l'heure en direct à 19h15. Vous le voyez, le numéro s'affiche sur votre écran, 05 57 57 73 73. On attend vos appels et vos questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Je le disais, une nouvelle émission sur la vie sociale avec nos invités. Je vais commencer les présentations par ma droite où il y a Thibaut Sevin, étudiant aide aux devoirs. Bonjour Thibaut. À côté de toi, il y a Valérie Bérécochéa, CPE référente internat lycée Fernand Daguin à Mérignac. Bonjour. Et à côté, Charles Gauthier qui est élève de terminale dans ce même lycée de Fernand Daguin à Mérignac aussi. Bonjour. Sur ma gauche, nous avons Lisa Moulina. Bonjour Lisa. Et nous avons Thibaut. Non, c'est François. C'est François. Je dis, tiens, il n'a pas la même chose. Bonjour. Bonsoir. Alors tout d'abord, justement, François, coordinateur Mon Orientation en ligne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet outil qui finalement aide les élèves à se guider seuls dans les prémices de leur orientation? Alors, seul, c'est peut-être pas vraiment ça, mais oui, c'est un peu l'idée. Le service Mon Orientation en ligne, c'est un service de l'ONICEP qui a été monté depuis maintenant une dizaine d'années et qui a pour vocation d'aider toutes les personnes qui nous contactent à trouver des réponses à des questions d'orientation, des questions de procédure. Et puisque c'est la journée des secondes, là, ce public-là de lycéens a besoin d'accompagnement parce que le monde de l'orientation est fait de multiples sigles. On est un peu perdu avec beaucoup de... On va parler, justement. Ah non, on peut plus laisser. D'accord, mais voilà justement beaucoup d'interrogations aussi avec les réformes qui ont en cours sur le bac général ou le bac pro et du coup ou le bac techno et du coup nous on est vraiment un service qui est là pour les aider. Alors comment ça fonctionne? Mon orientation en ligne, c'est un service assez simple en fait où on a trois médias, le téléphone, le chat et le mail pour nous contacter. Le mail, c'est poser une question par mail et on y répond le mieux possible. Je ne vais pas détailler ici comment ça fonctionne parce que ça serait un peu long, mais l'idée c'est de répondre et d'envoyer une réponse manuscrite, publiée comme une documentation de l'ONICEP. Le chat, c'est le média qui est vraiment le plus utilisé par les jeunes de seconde et du collège également, qui sont vraiment friandes de ce média-là. L'instantanéité, la facilité, l'usage de mon téléphone pour contacter quelqu'un, et le téléphone qui prend de plus en plus d'importance. Alors les collègues qui répondent derrière ont une formation, c'est des psychologues de l'éducation nationale ou des chargés d'orientation et d'insertion professionnelle, qui ont une grande maîtrise des outils de l'ONICEP, mais également de tout ce qui peut être comme site autour des établissements, de l'enseignement supérieur, etc. Et également des ressources de professionnels, que ce soit de l'artisanat, etc. François, ça veut dire qu'on a vu un petit peu le site très rapidement. Oui. Ça veut dire on a vu les centres d'information et d'orientation qui sont venus se présenter sur ce qu'ils font, leur rôle et l'appui qu'ils peuvent avoir. Là, vous avez en fait, c'est ce que tu disais, un service en ligne qui, de manière permanente, répond aux questions en direct quasiment avec les personnes, un peu comme on va faire le téléphone dans la prochaine émission. C'est tout à fait ça. Alors les horaires sont de 10h à 20h. Du lundi au vendredi. Donc effectivement, derrière le téléphone, le chat, il y a une cinquantaine de conseillers sur toute la France qui sont là pour répondre. Alors on est un service gratuit qui ne fait pas de bilan d'orientation. Je peux entrer dans les détails. On n'est pas là pour remplacer un psychologue de l'éducation nationale qui rentre au cœur du jeune. Mais par contre, on est vraiment là pour leur donner des outils et les accompagner. Et du coup, c'est un petit peu la hotline de l'orientation où on va aller trouver l'info sur le CFA, sur tout. Et on a une autre casquette qui ne concerne pas vraiment les secondes, mais quand même un petit peu. On est également le numéro vert Parcoursup. C'est nous qui sommes derrière
les gens qui répondent au numéro vert Parcoursup. Alors cette séquence, c'est la vie sociale. Moi, je voudrais poser une question un peu générale. Forcément, c'est un peu en filigrane depuis ce matin, depuis qu'on a commencé un peu ce marathon sur l'orientation. Ce qui se passe au niveau de la situation sanitaire ça concerne tout le monde, donc forcément les lycéens et les plus jeunes. Donc comment cette vie sociale est-elle chamboulée et est-elle vécue aussi? Enfin, qu'est-ce qui pourrait commencer sur ce chapitre? C'est compliqué, ce moment? Oui, c'est compliqué à vivre parce que évidemment ça chamboule à tous notre quotidien. Après, il faut rester motivé, il faut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut ne pas faire non plus. Mais je pense qu'avoir une idée précise sur l'avenir qu'on veut mener, le Covid, ça ne doit pas l'impacter. Donc, mais est-ce que ça perturbe un peu? Est-ce que ça rend un peu plus flou oui, certains repères? Oui, ça perturbe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision proche de ce qui va arriver pour nous. Donc c'est compliqué d'envisager et d'anticiper le futur parce que nos vies sont impactées. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc c'est quand même compliqué d'envisager sereinement le futur aujourd'hui quand on est jeune. Mais quand on a des vocations, quand on a des passions, il faut quand même s'y rattacher et essayer d'évoluer dans ce sens-là. Thibaut, tu partages l'avis de Charles justement? Je pense que c'est très dur pour les étudiants qui n'ont pas la proximité avec leurs profs. Avant, les profs, parfois, ils pouvaient glisser une note sur « Tiens, toi, tu pourrais faire telle formation » ou « Toi, je ne te vois pas forcément là ». Et les profs, malheureusement, avec la distance, peuvent être moins présents pour ça. Tout à fait. Alors, on parlait de la vie sociale justement. Au niveau de la scolarité, il est possible d'intégrer un internat. Je pense que c'est ton cas, Charles. Donc, du coup, tu es interne du coup au lycée Fernand Daguin. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie à l'internat et peut-être aussi de l'impact que ça a sur ton travail journalier, sur ton orientation? Parle sans crainte. Pardon? Oui. Parle sans crainte. Non. Je suis épié par ma CPE, donc non, la vie Qui peut internat. intervenir d'ailleurs? À tout moment. Le micro, oui. Ma vie à l'internat a débuté pour moi l'an dernier, puisque je suis rentré au lycée Fernand Daguin qu'en première. L'internat, c'est aussi une structure éducative pour nous, parce que ça nous apprend quand même à être plus autonome, à se gérer, plus que quand on est à la maison, que quand on a les parents qui passent derrière nous. Donc ça apporte de l'autonomie, et sur le travail, on a quand même une heure dans la soirée qui est dédiée justement au travail scolaire, qui est surveillé par des surveillants à chaque étage. Donc non, globalement, l'internat favorise, je dirais, le travail personnel. Concrètement, ce sont des dortoirs? Enfin, comment ça s'organise la vie dans un internat? Alors la vie à l'internat, elle est vachement rythmée quand même, puisqu'on a quand même des horaires à tenir, ouais. mais c'est normal puisqu'on est quand même 120 et il y a du personnel qui travaille 120. pour nous. On est une moyenne 120 environ. Et quand on a du personnel qui travaille pour nous, évidemment, il faut respecter des horaires et qui sont facilement respectables. Il n'y a pas énormément. Respecté. Alors c'est quoi Vas-y, donne-nous pour tous les gens qui regardent, comment ça se passe? Pour nous les internes, donc à 18h45, c'est l'heure théorique sur laquelle on est censé descendre pour aller se présenter au réfectoire pour débuter le repas aux alentours de 19h. Donc après, on reste environ une demi-heure dans le réfectoire pour le dîner du soir. Ça peut, 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Ça peut se prolonger jusqu'à 20h. Dans l'idéal, il faudrait que les élèves soient de retour dans les chambres pour 20h pour débuter du coup l'heure d'études obligatoire. Donc bon, pour les élèves qui terminent plus tôt, ça leur permet de pouvoir sortir, prendre l'air, de pouvoir discuter entre eux dans l'établissement, hors des chambres. Donc au niveau des études, du coup, vous les avez dans vos chambres? Les études se déroulent dans les chambres, mais il y a la possibilité, en fonction de certains soirs dans la semaine, de pouvoir participer à des aides de devoirs. Donc il y a quand même un planning tout au long de la semaine où tel soir on peut être aidé par un surveillant sur certaines matières. Donc en général ce sont les spécialités qui sont quand même les matières qui ont le plus gros coefficient pour nous les terminales. D'accord. Donc il y a de l'aide en devoir en physique-chimie, de l'aide en devoir en mathématiques. Donc ça peut se faire en chambre pour les premières et terminales, puisque pour les secondes, l'étude se fait en bas dans une salle surveillée. Et pour les élèves qui le souhaitent, ils peuvent faire des heures d'études en dehors de leur chambre, en groupe restreint, avec un surveillant sur une discipline bien désignée à l'avance. D'accord.
Valérie, vous souhaitiez David, rajouter c'était- Alors oui, juste effectivement les élèves de seconde, donc avec la crise sanitaire, normalement l'étude est obligatoire de 20h à 21h. Donc les élèves descendent, sont surveillés dans une salle de classe. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, les élèves ont cours un jour sur deux, les secondes et les premières. Donc pour les secondes, on a supprimé 7 heures d'études. Et 7 heures se fait en chambre, puisque le lendemain, ils n'ont pas cours. Donc, ils peuvent aussi travailler le lendemain. Alors, c'est vrai, moi, juste pour rebondir un petit peu sur l'internat, c'est vrai que nous, au lycée d'Agen, donc on a 123 places. C'est un internat, moi, je trouve, à taille humaine. On n'a pas de souci de discipline à l'internat. C'est des élèves qui sont plutôt agréables. Donc, il est commun au lycée général et au lycée professionnel Marcel Dassault. Donc au lycée général, nous n'avons que des sportifs. Une partie de garçons sportifs et de filles arbitres et une partie de jeunes filles qui sont sportives de haut niveau, qui font partie du pôle espoir féminin foot. D'accord. Voilà. Et dans le cadre de ce pôle, on a mis en place effectivement de l'aide sur certaines matières. Donc comme vous a dit Charles, maths, physique et SES, mais qu'on a aussi ouvert aux autres élèves qui ne sont pas forcément sportifs de haut niveau, D'accord. et sur les 3 niveaux, donc seconde, première, terminale. Charles, tu as le sentiment d'ailleurs que l'internat, tu faisais le comparatif tout à l'heure à une vie classique en rentrant à la maison. Est-ce que tu as le sentiment que l'internat te permet d'être un peu plus focalisé sur tes études, prendre davantage le temps de t'orienter, de te renseigner, N'hésite pas, Charles, je crois que tu as préparé un petit diaporama. Oui. Si vraiment ça t'aide en support, n'hésite pas à le projeter en même temps par rapport à ça, en me répondant en même temps à la question de Pauline. Alors, Juste, il a préparé un diaporama pour effectivement montrer un petit peu des photos de notre internat. D'accord, Ah d'accord. Oui, c'est pas un diaporama de vacances, Parfait. on précise. Non. Non, C'est une immersion dans l'internat. c'est juste pour vous montrer Des un vacances petit de peu, Charles, Très bien. montrer un c'est peu comment Les peut être structures, un internat en fait. C'est vrai que nous, ils sont 3 par chambre. Bon, ça c'est un peu différent par établissement. C'est vrai que voilà, un peu pour vous montrer dans quel univers il vit Génial. au quotidien. donc l'internat, bon, c'est un diaporama assez rapide. Voici donc la façade de l'internat sur la photo de gauche. À droite, on retrouve le lycée de Fernand d'Agen. Donc là, un aperçu bref des chambres. Alors on a le couloir qui est à droite qui est à gauche, et à droite on a les chambres. Donc c'est des chambres de 3 élèves. On a une salle commune avec une télévision, voilà, et des postes informatiques dans lesquels on peut aller travailler également et passer du temps libre à partir de 21h lorsqu'on sort de l'étude. Une salle d'eau dans laquelle on retrouve évidemment le minimum sanitaire, hein, donc les WC, les lavabos, les douches qui sont des cabines. Et également cette année disponible pour les garçons, ce qui était le cas déjà l'an dernier pour les féminines, une machine à laver et un sèche-linge qui sont mis à disposition puisqu'on a un rythme assez soutenu sportivement. Donc ça nous permet de pouvoir être autonome aussi sur le lavage de nos affaires de sport. Voilà. Pour revenir sur votre question, pour ma part, ça m'a apporté quand même un bienfait, l'internat, puisque quand on est interne, on n'est pas dans son cadre de vie habituel, donc on a moins tous ces parasites qu'on a dans notre chambre qui peuvent nous attirer et qui peuvent nous désorienter, on va dire, de l'essentiel. Ce qui reste quand même le scolaire, évidemment. Il faut trouver du temps pour tout. À l'internat, on a le temps, justement, qui est dédié... le temps qui est dédié au travail, le temps qui est dédié au plaisir et au loisir. Donc voilà, quand on est un internat, on a plus de facilité à respecter ce temps-là puisqu'on est surveillé. Donc pour moi, ça a été bénéfique de rentrer dans un internat. Si je comprends bien, tu fais du sport de haut niveau en fait dans le lycée, parce qu'on a reçu tout à l'heure un sportif de haut niveau de volley, Maxime Capet, qui est venu parler de hautes études et de sport de haut niveau. Et donc, si je comprends bien, tu es en sport-études. Alors, je suis en sport-études, mais je ne suis pas considéré comme sportif de haut niveau. Ça, il est réservé au pôle e-sport féminin, qui est une structure gérée par la fédération. D'accord. Nous, c'est une section sportive, donc c'est vraiment à part. C'est géré par l'établissement scolaire et un peu aussi par la Ligue Football Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis arbitre, donc je suis, on va dire, à part par rapport au footeux, bien qu'on soit mélangés ensemble. Vous n'avez pas le même maillot. On n'a pas le même maillot, pas la même fonction non Mais plus. la même passion. Voilà.
mais on partage quand même la même passion, qui est le foot. Donc on n'a pas d'entraînement en commun, bien qu'on s'entraîne sur les mêmes infrastructures. Nous, on a un coach personnel sur le plan athlétique et un coach aussi personnel sur le plan théorique des lois du jeu. Donc on a à hauteur par semaine 8 heures de section sportive, donc 6 qui sont réservées au côté athlétique et 2 qui sont réservées au côté théorique des lois du jeu. Avec l'épidémie, malheureusement, on est passé à 4 heures de physique et 2 heures de théorie sur les lois du jeu. Donc des heures qui se rajoutent en plus des heures, on va dire, communes qu'on peut avoir avec les autres élèves sur le scolaire. D'accord. On va passer du coup, on va donner la parole à Lisa qui est juste ici, assistante sociale à Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du rôle que vous avez ? Alors pour le coup, oui, je suis assistante sociale au sein de l'éducation nationale. Donc en fait, nous, on intervient le plus souvent sur des secteurs géographiques en fait. Donc on a en charge plusieurs établissements, collèges, lycées, parfois même premier degré dans les zones prioritaires. Pour le coup, on a des permanences hebdomadaires au sein des établissements. L'une de nos missions, c'est l'accès aux droits, donc d'informer les jeunes et leurs familles sur leurs droits et puis de les aider, de les accompagner des fois sur des procédures de demande d'aide. Et puis principalement, en fait, notre rôle, c'est d'être à l'écoute des jeunes qui pourraient avoir des difficultés, soit au sein de leur établissement, soit en dehors de l'établissement. D'accord. On est soumis au secret professionnel, ce qui fait qu'on peut être amené à accompagner aussi des parents qui peuvent être parfois en difficulté, voilà, ou des jeunes aussi, pour faire en sorte que leurs soucis perso viennent pas en fait perturber leur scolarité. Comment ça se passe d'ailleurs dans ce cas-là? Si on est un élève qui a des soucis et qu'on souhaite justement en parler, comment on arrive à créer la communication avec vous? Alors pour le coup, généralement, on a des cahiers de rendez-vous le plus souvent en fait, qui sont souvent à la vie scolaire ou au secrétariat. D'accord. Et puis on communique sur nos temps de présence dans l'établissement pour que les lycéens puissent savoir quand est-ce qu'on est présent et comment nous solliciter du coup. Elisa, vous ressentez, on a abordé un petit peu ce mal-être, entre guillemets, parfois des lycéens, des jeunes, sur ce qui se passe en ce moment. Ils ne sont pas épargnés. Oui, alors, on en a beaucoup parlé on travaille en équipe, on travaille beaucoup, voilà, on communique beaucoup avec les CPE, les infirmiers scolaires, les médecins scolaires, les psychologues de l'éducation nationale. Et je crois que le constat, il est assez, en tout cas, nous, dans la Vienne, on fait tous le constat, en effet, qu'il y a une hausse des sollicitations et du mal-être des jeunes par rapport au contexte qui est quand même assez insécurisant. Ouais. Donc, nous, on note en effet qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont là dans un mal-être dû au contexte. Ça veut dire que vous êtes très sollicité, ça veut dire que vous devez être encore plus présent, enfin vous l'êtes déjà beaucoup j'imagine. C'est compliqué. C'est compliqué de se démultiplier, c'est sûr. Oui, c'est pas toujours simple parce que quand on a 4 ou 5 établissements, on ne peut pas forcément toujours répondre de manière efficace, je trouve, à toutes les sollicitations. Parce que sur des difficultés parfois personnelles, familiales, il nous faut du temps aussi pour accompagner les familles, les parents dans leurs difficultés. Donc, c'est pas toujours simple. Mais comment on peut rassurer d'ailleurs même les étudiants qui nous regardent et qui sont dans cette insécurité, cette instabilité? Comment on pourrait les rassurer justement et continuer de leur donner confiance dans leur orientation, les recherches qu'ils doivent faire et qu'ils peuvent faire surtout? Moi, je crois que c'est important qu'ils sachent et qu'ils sentent qu'il y a une équipe quand même pluridisciplinaire au sein des établissements, que chacun a ses missions spécifiques, mais qu'on est tous là pour écouter leurs difficultés, essayer de pallier à leurs difficultés pour faire en sorte qu'ils construisent leur avenir et qu'ils investissent leur scolarité, même si là c'est un peu tumultueux des fois et compliqué. Puis j'imagine, une question peut-être pour Thibaut, il y a la solidarité aussi entre vous, entre vous les jeunes, tout ça. J'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous entraider, non? Ou comment ça se passe? Pas forcément d'ailleurs, je ne sais pas. Alors en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que la grille s'est fermée juste derrière moi. J'ai fini mes études en février 2020. Donc, ah oui, in extremis, oui. Donc tout allait bien pour moi, mais c'est vrai que je me mets à la place de tous ces gens qui ont eu leur formation, leur diplôme un peu remis en question. J'ai eu beaucoup ça dans les appels quand j'étais sur l'aide aux devoirs l'année dernière et que j'avais énormément d'appels de les parents qui étaient très inquiets parce que les profs étaient un peu pris de court. Ils ont eu beaucoup de mal à certains s'organiser pour organiser tout ce qu'ils faisaient en présentiel, pouvoir le numériser et suivre toute leur classe efficacement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais ça va au-delà finalement de l'aide aux devoirs. Il y a aussi un accompagnement un petit peu psychologique, finalement, de ces jeunes-là. Ah oui, il y a eu des appels où on n'a presque pas parlé des matières qui me concernaient, mathématiques et physique-chimie, où j'avais presque
uniquement un rôle de soutien, de discussion. Des élèves, des fois, qui me disaient je ne sais pas ce qui va se passer. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, Thibaut, de ce rôle d'aide aux devoirs que tu as eu donc, l'année dernière, c'est ça? Alors, Tu as encore? Là, j'ai cessé. Ok. Mais les tuteurs, c'est-à-dire les étudiants qui interviennent sur la plateforme d'aide aux devoirs, c'est des étudiants qui sont minimum en Master 1. D'accord. Donc, moi, je suis intervenu l'année de mon Master 1, de mon premier Master 2, et j'ai refait un second Master 2, donc j'ai fait ça sur 3 ans. Et pour vous parler un peu plus du système, en gros, il y a une vacation. Donc en ce moment, elle est de 18 à 21h, du lundi au jeudi, si ça s'est bien maintenu. Il me semble qu'on est repassé là-dessus. Où les tuteurs sont en attente d'appel. N'importe quel élève de la région Nouvelle-Aquitaine, parfois même on avait des élèves d'agglomération qui étaient complètement hors de la région. Ils composent le numéro. Ils tombent sur une boîte de dialogue qui leur demande taper 1 pour des maths, 2 pour du français, ainsi de suite. Et ils sont mis en relation avec le tuteur. D'accord. Et nous, on essaye d'aller le plus vite possible à l'essentiel. Parce que ce qui effraie beaucoup les élèves, c'est de se dire oh là, je vais tomber sur un adulte, ça va être compliqué de ça. Et je pense que en vrai, dans les 15 premières secondes, on est déjà bon, c'est quoi ton exercice? Qu'est-ce qui te pose problème? D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit ensemble? Donc généralement, c'est... Pardon, ouais. On est vraiment dans une réponse qui est une réponse. On parlait souvent de la plus-value qu'apportait la réponse de pair à pair. Là, on est vraiment dans cette logique-là. C'est-à-dire que vous êtes des étudiants qui répondaient à des élèves sur des problématiques de devoirs à la maison multidisciplinaires. C'est vraiment ça qu'il faut entendre. Ah oui, complètement. Justement, il faut vraiment que les élèves qui ont des hésitations à appeler, ils se disent pas « Oh, j'ai tombé sur... ça se trouve, c'est mon prof que je vais avoir au bout du fil. » Au contraire, non, on n'avait pas forcément un écart d'âge énorme avec eux. Le lycée, c'est suffisamment loin pour qu'on ait du recul, qu'on sache à peu près quels sont qu'on ait tout assimilé nous-mêmes. Mais c'est suffisamment proche pour qu'on ait encore conscience de leur quotidien. Donc quand on est un élève qui souhaite justement avoir une aide aux devoirs, on compose le numéro dont tu parlais qui peut se retrouver où? Alors il est sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine, vous tapez région Nouvelle-Aquitaine aide aux devoirs. Sinon c'est le 05 57 57 5000. Très bien. Et donc à partir de là, on tape 1, 2 ou 3 selon la matière dans laquelle on souhaite se faire accompagner. Et tout de suite, en fait, tu parlais d'exercices, ce sont des questions très précises. Ou est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un cas de figure où il y avait besoin d'un accompagnement sur du plus long terme, par exemple? Ah oui, j'ai eu des élèves qui m'ont appelé une fois 10 minutes et à qui j'ai plus jamais affaire. Donc je suppose qu'on a réglé leur problème. Mais j'ai eu des élèves, au contraire, que j'ai accompagnés sur plusieurs séances, voire plusieurs années. Il y a une élève avec qui j'avais commencé à interagir au début de sa première, où elle avait très peur pour son bac. Et je l'ai accompagnée sur sa première, sur sa terminale. Et bon, la terminale, c'était l'année dernière, donc c'était un petit peu... elle a pu avoir son bac, finalement. Mais c'est vrai que c'était pas dans les conditions dans lesquelles elle espérait pouvoir le passer. L'aide aux devoirs au niveau du lycée, par exemple, de Mérignac, c'est quelque chose qui s'est vraiment répandu, quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Bon, je pense que c'est depuis toujours, mais enfin peut-être encore plus aujourd'hui. Alors nous, on n'a pas forcément d'aide aux devoirs au lycée d'Agen. Ce que j'ai mis en place au lycée, quand on recrute les assistants d'éducation, je recrute souvent des gens qui ont des compétences assez fortes dans certaines matières. Et après, moi, je mets en place ce que j'appelle du tutorat, c'est-à-dire c'est un assistant d'éducation, un élève. Et il fait vraiment de l'aide individualisée, 1 heure par semaine, voire 2, pour justement remettre l'élève sur les rails. Donc là, j'ai un assistant qui a fait un bac S chez nous au lycée, qui est maintenant qui a un master 2 en histoire géo, et qui finalement aide nos élèves en mathématiques. Donc il est assez demandé, il doit avoir, je pense... Au niveau de l'internat, il intervient? Non. Sur les... Non, là, je ne parle pas que de l'internat, là, c'est vraiment global, tout le lycée, global. surtout le lycée. Quand on reçoit, quand je reçois les élèves en entretien et qu'on discute un petit peu orientation et qu'on discute résultats scolaires, quand je vois que les élèves sont en difficulté, je propose du tutorat. Et c'est vrai que la plupart du temps, les élèves acceptent. Et donc on a de l'aide en SES, en histoire géo, en philo. J'ai une assistante aussi qui est plutôt bonne en philosophie, donc elle aide les élèves en philo, en anglais. Voilà, donc chacun a des compétences. Et après, je mets en relation l'assistant d'éducation avec l'élève.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place au lycée. Et effectivement, à l'internat, on a ça, mais alors c'est en plus grand groupe. C'est-à-dire que vraiment, on a des élèves qui disent « moi, je vais être aidé en maths, donc c'est tel soir ». Et les élèves, ils viennent s'ils ont envie d'y venir. Il n'y a pas forcément d'obligation. Et ils peuvent venir une fois, puis y revenir. Mais bon, la plupart du temps, ils y viennent quand même assez régulièrement. Et ça, Charles, c'est important, non, j'imagine c'est important, justement, de pouvoir bénéficier de ça. Oui, c'est important parce qu'on se retrouve quand même en difficulté. On a un programme l'an dernier qui n'a pas été terminé puisqu'on a été confiné au mois de mars. Donc c'est vrai que dans le nouveau bac, dans cette nouvelle réforme où justement les spécialités qui sont choisies en première sont vachement liées, les programmes sont très liés entre la première et la terminale, quand il nous manque un morceau de cette première, c'est très compliqué après en terminale quand on débute des chapitres et il nous manque des bases ou qu'on n'a pas vu la totalité du chapitre l'année qui a précédé, c'est compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir des jeunes comme nous, puisque c'est plus facile aussi des fois de communiquer avec des jeunes qui ont encore des études qui pour eux sont proches, c'est bénéfique pour nous les élèves. Oui. Et ça t'est déjà arrivé aussi peut-être d'avoir de l'entraide entre les élèves, entre vous? Tu parlais tout à l'heure de travaux en groupe, sous la surveillance d'un surveillant justement. Oui. Ça t'arrive souvent de travailler en groupe avec tes camarades? Ça nous arrive, oui. Alors moi, pour ma part, j'aime bien, oui, de temps en temps, quand j'ai des difficultés, de pouvoir travailler avec des camarades à moi qui sont dans la même spécialité. Ça m'aide parce que c'est vrai que des fois, on est mis en difficulté et surtout avec ce qui se passe en ce moment, on a été mis en demi-groupe aussi au mois de novembre. Donc, on a quand même perdu du temps sur le programme et au niveau de la concentration, elle est forcément différente puisque des fois, on passait de habituellement 6 heures de spécialité en semaine à plus que 2 heures. Donc c'était compliqué quand on a un intervalle de quasiment une semaine entre nos 2 heures de spécialité. C'est compliqué entre nos 2 cours. Donc c'est vrai qu'entre nous, les élèves, on s'est aidés sur cette période-là. Et d'avoir justement des anciens élèves proches, sans vouloir vieillir mes professeurs, mais des anciens élèves, la communication est des fois plus facile. Attention, tu l'as fait, tu les as vieillis. Oui, elle a aussi les sourcils. Tu aurais rien dit, Valérie, c'était bien, ça passe, c'est crème, mais voilà. là tu l'as dit, ça passe moins bien. Mais bon, après, tes propos sont libres. C'est le jeu. Puis, Damien. l'internat, ça se passe bien, et alors en plus, vous avez l'eau chaude. Il paraît que vous avez l'eau chaude au lycée là-bas, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est nickel. J'ai l'impression qu'il y a un sujet qui est Je préfère avoir que mes profs à deux et pas mon administration. Donc je vais rester muet sur ça. On parlait de ça tout à l'heure, juste avant l'émission. Des problèmes d'eau chaude. Oui, il y a quelques problèmes d'eau chaude. J'avais juste une question que je voulais poser à Lisa, puisqu'il y a aussi la thématique dans cette émission qui était autour des aides financières. On sait qu'il y a un accompagnement que vous faites. Qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là et comment vous conseillez en fait les personnes qui viennent vous voir? Alors, il y a plusieurs aides déjà. Alors, l'interlocuteur souvent privilégié, c'est les secrétariats aussi, hein, voilà, par rapport à l'accompagnement au dossier de bourse. Donc, il y a les bourses des lycées, voilà, qui est sous condition de ressources, hein, avec 6 échelons. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a aussi, en plus des bourses, on peut être amené à accompagner les familles à faire des demandes de fonds social. Il faut savoir que dans tous les lycées, il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée justement pour les familles qui auraient des difficultés à régler les frais de scolarité. Donc ça peut concerner la demi-pension, l'internat, l'équipement, le transport, voilà. Et donc les familles peuvent faire un dossier, demander un dossier de fonds social au sein de l'établissement de leur enfant. On peut les accompagner à remplir ce dossier si besoin. Et ensuite, ces demandes en fait sont examinées en commission au sein des établissements avec le gestionnaire, souvent CPE, proviseur, gestionnaire et puis assistant social. Les dossiers sont anonymés et du coup, en fonction du nombre de demandes et de l'enveloppe budgétaire qu'a l'établissement, on accorde des aides totales ou partielles pour aider au paiement des factures. Et donc j'imagine, en tous les cas, parce qu'on fait le lien entre internat aussi et aide sociale, il y a aussi des aides, j'imagine, pour les internes, éventuellement par rapport aux ressources des familles pour faciliter leur accès à l'internat. Alors effectivement, il y a des aides. Donc il y a le fonds social du lycée, mais il y a également des aides. Je sais que les jeunes filles du pôle ont une aide de la région pour payer le coût de l'internat en fait. Charles, tu souhaitais réagir justement? Oui, c'était pour reprendre la question. Oui, on a des aides et les féminines ont d'ailleurs aussi une aide de la fédération aussi, trimestrielle.
Oui, pardon, du coup j'allais ajouter, oui, vous pouvez regarder sur le site de la nouvelle région, en fait, il y a toutes les aides possibles financières en fonction des situations spécifiques des jeunes. Je crois qu'on retrouve pas mal de choses sur le portail jeunesse de la région qui est jeune au pluriel nouvelle-aquitaine.fr. Il y a aussi un site spécifique d'aide, donc allez surfer là-dessus et vous y retrouverez pas mal de choses. Et puis sinon, de toute façon, vous faites une chose, vous nous appelez et puis on se fera un devoir de vous répondre à tous. Exactement. Tu parlais justement d'appels. Tout d'abord, merci à toutes et à tous de nous avoir éclairés sur ce point-là. On parlait d'appels justement, chers internautes, élèves, parents. On va bientôt répondre à vos questions que vous allez nous poser en direct. Ça sera sur les alentours de 19h15. On vous rappelle le numéro de téléphone pour nous poser ces questions qui s'affiche sur votre écran, 05 57 57 73 73. Pour toute question, on se fera un plaisir, bien évidemment, d'y répondre d'ici peu. À tout à l'heure pour une toute dernière émission de cette journée.